Aujourd'hui à l'émission, les insectes piqueurs nuisent aux activités en plein air. Pour s'en débarrasser, il existe un produit, le BTI. Mais quels sont les impacts sur la biodiversité quand on tue les petits animaux à la base de la chaîne alimentaire? Bonjour, bienvenue à la Semaine verte. Pour certains, l'été peut sembler encore loin, mais rappelez-vous à quel point il est désagréable de se faire piquer par des moustiques, des mouches noires. Pour régler le problème, un produit qui tue les larves de ces insectes piqueurs a été inventé, le BTI, un produit largement utilisé ici et ailleurs dans le monde. Mais est-il vraiment inoffensif? Depuis la nuit des temps, les humains et les insectes piqueurs entretiennent une relation difficile. Lors des activités de plein air l'été, les insectes sont une véritable nuisance. Ils peuvent être aussi des vecteurs de maladies mortelles. Le moustique est l'organisme le plus dangereux au monde. Chaque minute, une personne perd la vie, surtout des enfants qui meurent du paludisme au sud du Sahara. Pour combattre les moustiques, des insecticides chimiques ont été utilisés pendant des décennies. Et ils ont causé des dommages importants à l'environnement. Depuis, on s'est tourné vers un insecticide biologique miracle, le BTI. Mais à vouloir éliminer les insectes piqueurs, sommes-nous en train de créer un autre problème? C'est que les insectes sont aussi indispensables à la santé de nos écosystèmes. Et leur déclin dramatique à l'échelle planétaire laisse présager le pire. C'est dans ce contexte que l'utilisation du BTI dans la lutte aux insectes piqueurs est remise en question chez nous et à l'étranger. C'était peut-être plus confortable d'accepter que le BTI ait open impact, mais là, c'est vrai qu'on se dit c'est peut-être pas correct non plus. Il faudrait peut-être vérifier que c'est bien le cas. C'est logique et très clair. Si vous vous débarrassez de cette quantité de biomasse dans l'écosystème, quelque chose va se produire, et ce n'est pas positif. Le Québec est reconnu pour ses immenses espaces naturels. Avec ses milliers de lacs et de rivières, c'est un véritable paradis pour les amants de la nature. Mais c'est aussi une immense pouponnière pour les 75 espèces de mouches noires et les 60 espèces de moustiques qui sont présentes sur le territoire. Les mouches noires se reproduisent en eau vive, comme dans les ruisseaux ou les rivières. Les moustiques, quant à eux, le font dans des eaux stagnantes, comme les mares ou encore des contenants artificiels. Dans ces milieux aquatiques, leurs œufs deviennent des larves, puis se transforment graduellement en nymphes et finalement en adultes. Les femelles des mouches noires et des moustiques se nourrissent de sang en piquant les animaux et les humains. Comme elles ne meurent pas après leur repas sanguin, les femelles peuvent piquer à nouveau et propager des maladies graves comme le virus du Nil occidental ou la malaria dans les régions plus au sud. Lorsque ces bestioles sont trop nombreuses, leurs piqûres peuvent devenir un véritable enfer pour toute une communauté. Pour assurer le confort des citoyens et garantir les activités touristiques, le BTI devient la solution préconisée pour se débarrasser de ces insectes piqueurs. Dans les Laurentides, la municipalité de Labelle a opté pour l'épandage au BTI en 2019. Ici, l'utilisation de cet insecticide est de plus en plus contestée par les citoyens. Quand on voit l'épandage du BTI, on a l'impression d'être en zone de guerre un petit peu. C'est vraiment l'armée qui débarque. Donc, des canons pour tuer des insectes. C'est vraiment tout un déploiement pour des petits insectes. Ici. Hélène Garriépi et son conjoint, l'agronome François Labelle, font partie d'un regroupement qui s'oppose au BTI dans leur municipalité.
Ensemble, ils exploitent une ferme biologique où ils produisent des agneaux de pâturage. Comme ailleurs au pays, ils ont constaté ces dernières années une diminution importante des oiseaux qui se nourrissent d'insectes. Ce qui est fantastique, c'est que si je regarde ici, là, j'ai 5 œufs. Je vais te prendre ça en photo. Tu vois qu'il y a 5 beaux œufs. Puis j'ai vérifié, puis sur la douzaine de nids que j'ai ici, j'ai seulement 2 nids présentement qui ont des œufs. Puis il y a plusieurs nids qui ne semblent même pas être habités. Donc je pense qu'il commence à y avoir une réduction de la population d'hirondelles. François et Hélène craignent que la démoustication au BTI élimine une partie importante du garde-manger de plusieurs espèces d'oiseaux et de batraciens déjà mal en point. Ça change la biodiversité. Tout à coup, on va s'apercevoir dans 20 ans, 30 ans que, oups, il y a vraiment une problématique. Et puis, on l'avait oublié parce que ça s'est installé puis personne s'en est aperçu. Pour avoir l'heure juste sur les enjeux scientifiques du BTI, nous nous sommes rendus à l'Institut de biologie structurale de Grenoble. C'est ici, dans ce laboratoire, que travaille le chercheur Guillaume Tétrault, un des spécialistes mondiaux du fonctionnement du BTI. Depuis plusieurs années, il s'intéresse à cet insecticide qui a été découvert en Israël en 1976. Le BTI, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un acronyme, c'est les initiales de la bactérie qui produit cette molécule insecticide, qui s'appelle Bacillus thuringiensis israelensis, c'est son nom scientifique latin, donc les initiales BTI. Depuis 40 ans, le BTI a remplacé graduellement la plupart des insecticides chimiques dans plusieurs pays. Le BTI est biologique. La seule bactérie qu'il compose vit naturellement dans les sols. En fait, ici, on voit, ça, c'est le BTI. On voit les bactéries ici, donc qui vont former c'est des bacilles. Et donc ici, par exemple, on a une bactérie qui est intacte, on voit qu'elle est dense. Dans le BTI, il y a 3 cristaux qui sont faits de 4 toxines différentes. Le BTI est épandu dans l'eau stagnante ou courante, là où pondent les moustiques et les mouches noires. L'insecticide ne s'attaque alors qu'aux larves avant qu'elles ne se transforment en adultes. Une fois dans l'eau, le BTI va être ingéré par la larve. Lorsque le bioinsecticide arrive dans son intestin, ces cristaux de toxines vont se dissoudre et perforer les parois internes du tube digestif. La larve se retrouve alors avec un intestin transpercé. Et c'est ce qui va entraîner sa mort. Nous sommes dans la capitale européenne du BTI. Depuis 40 ans, c'est d'ici que proviennent de nombreuses études sur le larvicide. Le biologiste Norbert Becker a travaillé sur plus de 200 publications scientifiques. Dans certaines parties du monde, on m'appelle Monsieur BTI, parce que selon moi, le BTI est un outil formidable pour résoudre un problème. Le professeur Becker est devenu une sommité mondiale dans la lutte biologique aux insectes piqueurs. Le BTI est à ses yeux le meilleur larvicide disponible. Dès le début, notre objectif était de protéger la population contre les moustiques et en même temps de protéger la nature, la biodiversité. Nous cherchions l'outil idéal pour atteindre nos objectifs et le BTI s'est avéré être une véritable chance. Ces études et celles d'autres scientifiques ont démontré que le BTI est un produit non toxique pour les humains et les animaux. En plus, les insectes ne développeraient pas de résistance au larvicide. Le BTI est spécifique, facile à manipuler et pas trop compliqué à produire. Nous pouvons le stocker, l'utiliser sous forme de granules glacées dispersées par hélicoptère ou bien l'appliquer directement au sol. C'est donc un outil parfait. Nous diminuons ainsi la quantité de moustiques et l'environnement demeure intact. En Allemagne, le BTI est d'abord utilisé pour contrer la nuisance que représentent les moustiques, comme c'est le cas sur les berges du Rhin. Bien qu'ici, les cas de maladies transmises par les insectes piqueurs sont encore peu nombreux,
Contrairement aux pays tropicaux, l'utilisation du BTI est tout de même devenue une question de santé publique. Jusqu'à l'année dernière, nous utilisions le BTI pour atténuer la nuisance. Mais maintenant, nous avons aussi des maladies transmises par des moustiques comme le virus du Nil occidental et la dengue. Il faut donc contrôler les moustiques pour réduire le risque de transmission des maladies. Et cette gestion va améliorer la qualité de vie et réduire les nuisances, mais aussi protéger la santé des gens. Malgré la bonne presse scientifique du BTI au fil des décennies, les chercheurs émettent depuis peu certains doutes quant à son utilisation systématique. Le BTI, comme il a été perçu comme un insecticide parfait, quasiment, eh bien, il y a eu peut-être moins de recherches qui a été faite dans une recherche d'alternatives, en tout cas, de nouveaux produits. Mais depuis peu, les mises en garde se font pressantes. Des études menées en Allemagne et en Australie démontrent que les populations d'insectes subissent un déclin sans précédent un peu partout sur la planète. Parmi les principales causes de cette hécatombe, les chercheurs notent une surutilisation de pesticides et d'engrais chimiques, de même qu'une perte d'habitat. Se pourrait-il que la lutte aux insectes piqueurs au moyen du BTI fasse aussi partie des coupables? On a une grosse perte de diversité. Tout le monde commence à se questionner sur l'impact de l'homme sur l'environnement. Et donc, forcément, on va questionner la place des insecticides et on va questionner les effets qu'on peut avoir. En ces temps de pandémie, il est important de le rappeler, oui, les insectes piqueurs sont d'importants vecteurs de diverses maladies comme la malaria, le virus du Nil. Mais selon l'OMS, ils ne peuvent pas transmettre la COVID-19. Après la pause, des recherches qui dérangent. Nous sommes en Camargue, dans le sud de la France, l'un des derniers sites naturels sur le littoral méditerranéen. La région est classée réserve de biosphère. La Camargue est une zone humide de 145 000 hectares, abritant une grande variété d'espèces végétales et animales. On y trouve une quantité importante d'espèces de moustiques. En 2006, la démoustication expérimentale de la Camargue a été documentée par la biologiste Brigitte Poulain de l'organisme Tour du Valat. La Québécoise, qui est chercheuse en écologie des oiseaux, travaille depuis plus de 20 ans à cet institut de recherche pour la conservation des zones humides. Avec le résultat de ses études, elle est devenue une des premières scientifiques à sonner l'alarme sur l'utilisation du BTI. On m'a demandé de fournir des études sur l'impact du BTI, donc j'ai pensé travailler sur les impacts à travers la chaîne alimentaire. On utilise le BTI souvent dans des milieux naturels qui sont riches en biodiversité. Les milieux aquatiques, c'est les milieux les plus riches qu'on a sur la planète. Donc, si on réduit l'abondance des moustiques, est-ce que les animaux qui les utilisent comme nourriture vont être affectés ou pas? Contrairement à ce qui semblait faire consensus dans la communauté scientifique, la démoustication au BTI ne tuerait pas que les larves de moustiques et de mouches noires, selon Brigitte Poulain. Le problème, en fait, c'est que ça va affecter également les chironomes, qui sont les petits cousins des moustiques. Les chironomes sont des insectes non piqueurs qu'on reconnaît facilement à leur vol groupé. Au stade larvaire, les chironomes vivent dans la boue et la vase au fond des plans d'eau. Ils constituent une partie importante de la nourriture disponible dans les milieux aquatiques. La diminution des chironomes affecterait aussi plusieurs prédateurs et aurait un effet négatif sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. En termes d'impact, donc, par exemple, on a 2 fois moins de libellules en termes d'espèces et d'individus dans les milieux traités au BTI par rapport à ceux qui ne sont pas. Quand on supprime une proie qui est appréciée, il va y avoir des proies alternatives. Mais si elles sont alternatives, c'est parce qu'elles ne sont pas optimales. Donc, dans le cas de l'étude des hirondelles qu'on a faite en Camargue, on a constaté qu'elles perdaient 1/3 des petits, en fait, au nid qui mouraient de faim suite à l'absence de ressources alimentaires adéquates.
On a vu que les oiseaux se tournaient vers des fourmis volantes, mais qui avaient un corps beaucoup plus difficile à digérer. Et quand ils donnaient les fourmis aux petits oisillons, en fait, ça passait tout droit. C'était pas digéré, donc c'était comme rien leur donner. Et dans la nichée, il y en a un qui va être un petit peu moins fringant que les autres, donc qui n'aura pas sa béquille et qui va finir par mourir de faim pour que les autres puissent survivre. Je pense que nos études en Camargue, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont fait prendre conscience qu'il ne fallait peut-être pas décider tout de suite que le BTI n'avait pas d'impact. Norbert Becker, grand spécialiste du BTI, conteste les résultats de Brigitte Poulain. Nous avons mené de nombreuses études car il est important de montrer que le BTI n'a pas d'impact mesurable sur la biodiversité et sur la chaîne alimentaire. Il assure que lorsqu'il est bien appliqué, le BTI n'a pas d'impact sur les chironomes. Selon lui, la manière dont la lutte contre les moustiques est menée dans la vallée du Rhin n'a montré aucun effet direct ou indirect sur l'abondance des insectes aériens. Il assure qu'il n'y aurait pas non plus d'effet négatif sur les oiseaux en Allemagne. Norbert Becker est très critique envers le travail de Brigitte Poulain et il dénonce en particulier sa méthodologie. Elle n'a pas vérifié le nombre d'insectes avant le traitement au BTI. Elle a uniquement comparé deux zones, l'une avec BTI et l'autre sans BTI. Mais elle ne connaissait pas la quantité exacte d'insectes présents avant le traitement. Elle a compté uniquement les oisillons d'hirondelles. Sa recherche a été faite après l'épandage du BTI, donc, à mon avis, son étude n'a aucune valeur scientifique. Mais cet avis n'est pas partagé par tous. Brigitte Poulain a permis de pointer du doigt une cause potentielle du BTI, ou en tout cas de la démoustication, sur des modifications dans l'intégralité de la chaîne trophique, donc de la chaîne alimentaire, donc d'un écosystème, à différents niveaux, de différents prédateurs, etc. Ça met en lumière quelque chose qui jusqu'ici on pensait pas possible. Est-ce que c'est un cas particulier? Est-ce que c'est généralisable? Dans quelles conditions? C'est là où justement des travaux commencent à se mettre en place par d'autres groupes de chercheurs, différents, liés peut-être, mais en tout cas, cette émulation-là, je pense qu'elle est importante. C'est dans ce laboratoire à ciel ouvert que depuis plus d'une décennie, le scientifique Carsten Bruhl étudie les effets de différents pesticides chimiques sur les insectes et les amphibiens. Aujourd'hui, il s'intéresse au BTI. Dans ces bassins artificiels, il mène une série d'expériences sur la croissance de certaines espèces. Nous allons traiter la moitié de ces étangs avec du BTI, tandis que l'autre moitié ne le sera pas. Nous regarderons ensuite comment cela affecte le réseau trophique, comment les amphibiens et les libellules émergent de ces étangs, quand ils le font et dans quel état ils en sortent. Y en a-t-il plus ou moins selon que le bassin a été traité ou non? Dans une récente étude, Carsten Bruhl a découvert que le BTI réduit la densité des larves de moustiques de 98 % et celle des chironomes émergents de plus de 50 %. Des résultats semblables à ceux de Brigitte Poulain. Nous réalisons ces recherches parce que le BTI a des effets sur les chironomes et les moustiques. Ces deux groupes d'insectes constituent la majorité de la biomasse dans les systèmes aquatiques. Donc tout repose vraiment sur ces deux groupes. Alors on pense qu'en éliminant ces groupes, en les tuant essentiellement avec du BTI, le réseau trophique s'en trouvera affecté. Mais ce qui fait la particularité des études de Carsten Bruhl, c'est ce qu'il vient de découvrir à propos de l'effet du BTI sur les amphibiens, en particulier la grenouille rousse et le triton palmé. Dans un bassin d'eau traitée au BTI, l'équipe de Carsten Bruhl a constaté que les larves de triton avaient moins accès aux larves de chironomes et de moustiques. En raison de cette diminution importante de nourriture, les tritons, lorsqu'ils sortent enfin de l'eau, sont plus petits que la normale. Pour Carsten Bruhl, le BTI aurait donc des conséquences sur l'évolution des tritons palmés. Donc on peut croire que ça aura un impact sur leur performance au moment où ils passent sur la terre ferme. Mais il y a plus.
Le chercheur a aussi analysé l'évolution de têtards de grenouilles rousses exposés au BTI. Les résultats sont étonnants. Contrairement à des têtards évoluant dans un environnement sans BTI, ceux de l'expérience montrent des signes de stress oxydant. Ce stress oxydant entraîne un vieillissement prématuré des cellules de la grenouille. Contrairement à ce qu'on croyait jusqu'à maintenant, ces études suggèrent que le BTI aurait un impact direct sur les vertébrés. C'est la raison pour laquelle nous avons examiné l'effet direct du BTI. Nous avons constaté qu'il y a une indication de stress oxydant. Donc, les grenouilles ne meurent pas, ce qui est une bonne chose. Mais leur physiologie s'en trouve déréglée. Elles sont stressées. À 40 km de la station de recherche de Karstenbrühl, le spécialiste mondial du BTI, Norbert Becker, ne partage pas cet avis. Selon moi, le stress vient d'une température inadéquate lors de l'expérience en laboratoire, et non pas du BTI. Le BTI ne cause pas de stress chez les grenouilles. Depuis 40 ans, le professeur Becker est de tous les combats pour défendre le BTI. Il n'est pas du tout ébranlé par les nouvelles études. Pour certains, cette confiance soulève des questions sur l'éthique des recherches scientifiques qu'il mène. Après la pause, quand la recherche s'allie à l'industrie. En Allemagne, depuis 40 ans, la démoustication au BTI s'étend sur un territoire de 300 km le long du Rhin. Une région où habitent 3 millions de citoyens. C'est également dans cette région, dans ce complexe de Speyer, qu'on a conduit de nombreuses études favorables au BTI. Ici loge l'Association allemande de contrôle des moustiques, le KABS, et 3 groupes de recherche voués à la démoustication. 4 institutions, toutes dirigées jusqu'à récemment par Norbert Becker. À quelques pas du complexe, on retrouve un imposant bâtiment rempli de BTI. C'est là que nous amène le biologiste. Norbert Becker nous fait d'abord visiter un entrepôt réfrigéré. À l'intérieur, des centaines de bacs de granules gelés à base de BTI. Voici les granules glacées. C'est ici que sont produites ces granules destinées à l'épandage aérien. C'est la compagnie ICBAC, où nous produisons les granules glacées. Voici l'ingrédient actif. Nous mélangeons le BTI avec de l'eau et ensuite, nous le plaçons dans de l'azote pour le geler. Une méthode inventée et brevetée par Norbert Becker. Un peu plus loin, le biologiste nous fait visiter une autre section de l'immeuble. Une centaine de barils de BTI pur y sont entreposés. Nous utilisons ce produit, du Vectobac WG. Le BTI arrive sous forme de poudre que nous importons de la compagnie Valent Biosciences aux États-Unis. La société Valent Biosciences a été fondée en 2000 par le géant japonais Sumitomo Chemical. C'est dans son usine de l'Iowa que Valent Biosciences fabrique ses nombreux bio-insecticides, dont le BTI, qu'elle vend partout sur la planète. Ce responsable technique de Valent Biosciences vend du BTI sur Internet. Il propose aussi des outils pour épandre le larvicide. Avec Norbert Becker, Peter Deschamps a rédigé 2 études qui démontrent l'efficacité du BTI. Ces articles ont été publiés dans la revue scientifique de l'Association américaine de contrôle des moustiques, un organisme commandité par plusieurs entreprises de démoustication, dont Valent Biosciences. Pendant près de 40 ans, Norbert Becker s'est associé à la grande industrie, tant pour le financement de ses travaux de chercheurs et ceux de ses étudiants, que pour la diffusion de la connaissance entourant le BTI.
Je n'ai aucun problème à coopérer avec cette industrie. Nous avons besoin d'elle, notamment pour savoir comment bien appliquer le BTI. L'approche scientifique consiste à définir les bases de l'application du produit pour montrer que ce n'est pas nocif pour l'environnement. Et c'est ce qui a été fait ici depuis 30 ou 40 ans. Norbert Becker a aussi fondé une société commerciale, Culinex Becker, qu'il a présidée pendant 27 ans. Cette entreprise vend des comprimés de BTI produits grâce à un procédé qu'il a lui-même breveté. Culinex Becker distribue aussi 3 bioinsecticides de Valent Biosciences. Mon revenu ne dépend pas de cette activité. C'est important. Comme certains pensaient que je gagnais beaucoup d'argent avec Culinex, j'ai arrêté ces activités commerciales et les ai confiées à mon fils. Pour certains chercheurs, la proximité de Norbert Becker avec l'industrie du BTI soulève des questions éthiques. Si ceux qui vendent un produit disent aussi que c'est absolument sécuritaire, je t'en fournis, c'est sans danger pour l'environnement et bon marché, c'est donc parfait, achetez-le-moi. Vous savez, on devrait avoir un contrôle indépendant sur ces déclarations. Les organismes qui sont en charge du contrôle des moustiques, ce qu'ils font, ça s'apparente plus à de la religion, où on décide en fait de la réponse. On ne décide pas de la question, on décide de la réponse. On dit, par exemple, le BTI n'a pas d'impact, et après, on essaie de le démontrer. Norbert Becker se défend bien d'être partial. Quand on lui pose la question sur son indépendance scientifique, sa réponse est claire. Absolument. Oui. Mon âme de scientifique vit pour le BTI. Et je ne devrais pas dire ça, mais je crois en cet organisme. Il fait partie de la nature et peut contribuer à résoudre des problèmes qui nuisent aux êtres humains. Alors je ne vois pas de problème à ce que Valent ou d'autres organisations similaires nous soutiennent. Dans ce contexte, Karsten Bruhl et Brigitte Poulain ne s'étonnent pas que leurs travaux aient été remis en question par Norbert Becker, alors qu'il était le directeur scientifique de l'Association allemande de contrôle des moustiques et le président de l'Association mondiale de contrôle des moustiques. Becker est préoccupé par le contrôle des moustiques. Ses études portent sur la meilleure façon de les tuer. C'est sa spécialité, comment se débarrasser des moustiques. Mon champ d'intérêt est totalement différent. Je regarde comment les écosystèmes sont affectés lorsqu'on élimine tous les moustiques et d'autres organismes. C'est une approche assez différente. Ce conflit entre les deux chercheurs a pris une tournure inattendue lorsque Karsten Bruhl a reçu une mise en demeure de l'Association allemande de contrôle des moustiques. Le groupe de Norbert Becker lui reproche de dire publiquement que l'épandage de BTI en Allemagne se fait sans tenir compte de l'impact sur les chironomes. Je l'ai vu à la télé. Nous avons l'enregistrement et nous avons engagé un avocat. Karsten Bruhl répond que c'est sa liberté d'opinion et que tout le monde peut dire ce qu'il veut. Mais c'était toujours, à mon avis, un mensonge. Nous travaillons pour conserver la biodiversité et maintenant il nous blâme et prétend que nous tuons la nourriture des chauves-souris et des oiseaux. Ce n'est tout simplement pas vrai. Nous avons donc agi comme ça pour que ça cesse. La meilleure réponse à la science, c'est la science. Dès qu'on arrive sur le domaine de la politique, c'est-à-dire qu'on va commencer à faire du juridique ou à attaquer, on va dire, le travail ou la personne, là, on est sur l'affectif. Et l'affectif, c'est pas comme ça qu'on répond à de la science. Malgré cette mise en demeure, Karsten Bruhl va poursuivre ses recherches. J'ai l'habitude de travailler sur les pesticides et dans ce domaine, cette façon de faire est très courante. Par exemple, lorsqu'un chercheur publie que le glyphosate joue un rôle dans le développement de cancer, immédiatement, il y a une étude qui provient de l'industrie et qui dit que c'est de la foutaise. C'est exactement ce qui se passe ici.
L'objectif est de jeter un doute sur la science. Nos travaux ne seraient pas bons, on travaille dans de petites universités, nous ne sommes pas de véritables scientifiques et nous sommes des menteurs. Vous faites ça avec Brigitte Poulain et aussi avec moi. Résultat, il n'y a presque plus de scientifiques qui veulent aborder la question du BTI parce que c'est un sujet très, très délicat. Nous, les scientifiques, ne sommes habituellement pas confrontés à ce genre de situation. Alors qu'en Europe, des scientifiques s'affrontent sur l'impact du BTI, au Québec, cet enjeu commence à mobiliser les citoyens qui demandent plus de transparence sur l'utilisation de ce larvicide. Après la pause, stoppez le BTI. Des citoyens des Laurentides ont formé un regroupement qui s'oppose au BTI. Ils désapprouvent la décision prise par leurs élus d'épandre ce larvicide sur le territoire de la municipalité. Pour une petite municipalité comme Labelle, avec 2000 quelques habitants, d'avoir un budget de 650 000 $ pour l'épandage de BTI sur 3 années, c'est énorme. On s'est mis à faire des petites recherches, puis on a trouvé que c'était comme peut-être pas une bonne idée de faire ça. Donc, on s'est fait un comité, puis on a commencé à vérifier qu'est-ce qu'en était scientifiquement, à lire tout ça. C'est dans ce contexte que la chercheuse Brigitte Poulain a été invitée à Labelle à l'été 2019 pour y présenter le résultat de ses recherches. Les araignées sont aussi affectées par le BTI parce qu'elles consomment beaucoup de moustiques et de chironomes qu'elles attrapent dans leur toile. Hélène Garrier-Py et François Labelle espèrent que cette conférence permettra d'amorcer un véritable débat sur l'utilisation du BTI et la recherche de solutions alternatives. Pendant 3 ans, on a aussi évalué le succès reproducteur. Le but, c'est de prendre soin de notre environnement, de t'informer, d'être bien informé, puis dire qu'est-ce qui est le mieux pour chez nous. C'est vraiment de faire une réflexion sur le BTI. À Labelle, c'est la compagnie GDG Environnement qui a obtenu le contrat de démoustication. Cette entreprise de Trois-Rivières s'occupe de la distribution et de l'épandage du bioinsecticide de Vallon Biosciences dans l'est du pays. Le BTI est un produit homologué au Canada où on l'utilise depuis près de 40 ans. Chaque année, GDG épand ce larvicide sur le territoire d'une 50aine de municipalités où vivent près de 2 millions d'habitants. J'entends souvent le mot confort et j'aime pas tellement ça parce qu'on fait une association avec le confort et le luxe. Il y a des municipalités où on travaille que c'est pas un luxe, mais drôlement pas. C'est vraiment une qualité de vie. Depuis plusieurs années, le président du développement des affaires chez GDG explique les bienfaits du BTI sur différentes tribunes. Mais le message de GDG passe de plus en plus difficilement. En plus de Labelle, des groupes de citoyens se sont formés un peu partout au Québec pour contester l'épandage au BTI près de chez eux. Lors d'une séance d'information à Rivière-Rouge, plusieurs citoyens se sont opposés à l'octroi d'un contrat à GDG. Ils sont inquiets pour la biodiversité. Dans la salle, la tension est palpable. La représentante de la municipalité tente de calmer les opposants. Effectivement, on nous a posé la question qui était le biologiste qui venait. C'est pour la transparence, madame, mais on a juste un côté de la médaille. Il y a seulement M. Vadeboncoeur qui est devant ici. Selon Richard Vadeboncoeur, seul GDG est habilité à parler de contrôle des insectes piqueurs. Il n'y en a pas de spécialiste en dehors de chez GDG. Pourquoi que c'est moi? Ben oui, ça existe à l'université sur le contrôle biologique. Ben non, on apprend ça dans l'entreprise. Pour convaincre les citoyens de la pertinence du BTI, il cite les études du chercheur allemand Norbert Becker. Le nommé s'appelle Becker. La littérature scientifique, monsieur le dit, elle est assez blindée à l'égard du BTI. Et même à long terme, les travaux de Becker l'ont démontré. On parle de plus de centaines de publications scientifiques et les travaux de Becker ont quand même porté sur une période très valable. Et c'est ça, effectivement.
Ces arguments n'ont pas suffi à convaincre les citoyens de Rivière-Rouge qui ont finalement rejeté l'utilisation du BTI sur leur territoire. C'est facile d'aller dire à son maire, au conseil municipal, de dire, bien ça, on en veut ou on n'en veut pas. Donc, il y a l'accessibilité là-dedans. C'est triste, mais je pense que les gens frappent la mauvaise cible tout simplement parce que c'est accessible. Ces gens-là, Colin, ils sont structurés, puis c'est des bons porte-parole, peut-être mieux que moi. Ils devraient taper sur le bon clou, comme on dit. Hein? Dans le Bas-Saint-Laurent, une petite municipalité a décidé de se passer du BTI. À Saint-André-de-Kamouraska, les eaux stagnantes au bord du fleuve sont un formidable incubateur pour les moustiques. Un problème qui handicape depuis longtemps la communauté. C'est invivable à cause du nombre de moustiques qui nous tournaient autour de la tête à toute heure du jour. Là. Vraiment marcher à l'extérieur et puis être obligé de constamment se balayer la tête. Pas capable de tenir des activités culturelles à l'extérieur. Pas capable de manger à l'extérieur. Prendre un petit repas le soir, c'est impossible. Après avoir songé à utiliser le BTI, la municipalité a décidé d'agir autrement. Il y avait vraiment une question financière, puis il y avait une question écologique aussi. On ne voulait pas intervenir là où les moustiques ont leur lieu de ponte naturel. On voulait intervenir que là où il y avait des habitations. En 2017, les citoyens ont choisi une stratégie en 4 temps. Premièrement, ils ont commencé par éliminer les nids de ponte des moustiques sur leur terrain et dans les gouttières. Puis, ils ont posé des nichoirs pour les oiseaux insectivores, comme les hirondelles, et des cabanes à chauves-souris. Ensuite, ils ont placé des plantes répulsives à proximité des aires de vie extérieures. Enfin, la municipalité s'est tournée vers une technologie récente en faisant l'acquisition de bornes anti-moustiques. Ces pièges, de conception française, sont inspirés des travaux de Brigitte Poulain en Camargue. On s'est dit peut-être que, comme ça, en mettant plusieurs pièges qui font vraiment une ceinture autour d'une zone habitée, on pourrait arriver à réduire la nuisance avec une efficacité comparable à celle du BTI, qui n'est pas efficace à 100 %, qui est plutôt efficace de l'ordre de 80 %. Et en fait, c'est ce qu'on a aussi observé. Avec sa trentaine de bornes anti-moustiques, Saint-André-de-Kamouraska est le seul endroit en Amérique du Nord où l'on retrouve ce type de piège. Le mandat de s'occuper de la gestion des pièges a été confié à Francine Côté et Jacques Bodard. Et le filet au numéro 14. Des mois de mai à septembre, ils veillent à la bonne marche des opérations. Les bornes anti-moustiques possèdent un rayon d'action de 60 mètres. Elles sont situées à 120 mètres l'une de l'autre. Les pièges sont placés tout autour du village afin de créer une ceinture de protection contre les moustiques des marais au nord et ceux des terres agricoles au sud. Chaque semaine, Jacques Bodard fait le tour du village pour l'entretien des bornes. Il débute la maintenance en changeant les leurres olfactifs et les bouteilles de CO2 recyclées. Le CO2, il limite la respiration humaine. Donc, le CO2, c'est un long rayon d'action pour attirer les moustiques et pour confirmer qu'il y a quelque chose à piquer. Ici, on a de l'acide lactique. L'acide lactique, lui, il limite la transpiration humaine. Puis, il remplace les sacs. Les moustiques viennent là-dedans, ils sont aspirés par le ventilateur, ils viennent se coincer dans le filet et avec le passage de l'air, ils sèchent. Ça fonctionne pas, les pièges, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas et je l'ai testé moi-même, aucunement. Les moustiques vont être attirés par le piège, mais rendus près du piège, vont aller vers les gens autour. Avec une moyenne d'1 million de moustiques capturés par année à Saint-André-de-Kamouraska, est-ce suffisant pour assurer une meilleure qualité de vie aux résidents? On sait qu'il y en aura toujours, mais ça, on vit avec, puis c'est correct, là. Mais il y en a tellement moins. Il y en a tellement beaucoup moins. Le maire, qui possède aussi un piège, ne regrette pas d'avoir privilégié les méthodes alternatives au BTI.
Ça ne donne pas des résultats aussi flamboyants, mais notre population est très à l'aise avec le fait qu'on n'a pas éliminé complètement les moustiques. Ils ont le droit de vivre aussi chez eux. Au Québec, les municipalités qui optent pour le BTI doivent obtenir un certificat d'autorisation. C'est le ministère de l'Environnement qui l'attribue après avoir consulté le ministère de la Faune. Nous avons appris que le ministère de la Faune met la touche finale à une revue détaillée des études scientifiques sur le BTI. Certaines de ces conclusions se retrouvent déjà dans un document interne d'orientation dont nous avons obtenu copie. Ce document est destiné aux fonctionnaires du ministère qui analysent les demandes d'épandage du larvicide. On y apprend que le ministère de la Faune s'inquiète des effets directs et indirects du BTI en s'appuyant, entre autres, sur les études de Brigitte Poulain et de Karsten Brul. Aucune étude de Norbert Becker n'est mentionnée. Pour éviter tout risque de dommages graves ou irréversibles à l'environnement, le ministère recommande d'appliquer le principe de précaution. Il recommande aussi l'utilisation de méthodes alternatives comme celle des pièges à moustiques. Le débat autour du BTI ne fait que commencer. Chez nous et à l'étranger, bien des questions restent en suspens. Des questions auxquelles il faudra tôt ou tard trouver des réponses. Est-ce qu'on doit utiliser le BTI? Peut-être. Mais surtout, est-ce qu'on doit traiter les populations d'insectes? Est-ce qu'on doit continuer à les traiter de manière aussi intense? Est-ce qu'on doit changer d'alternative? Est-ce qu'on doit changer la mentalité avec laquelle on appréhende le problème moustique? Donc il y a toute une campagne de réappropriation de la place des insectes dans notre monde et de notre place avec eux et notre interaction qu'on a. Après la pause, comment mieux assurer notre autonomie alimentaire? Un aperçu. La semaine prochaine à l'émission, la crise qu'on vit actuellement expose certaines failles de la mondialisation. Quand tous les masques, par exemple, sont produits à l'étranger, ça nous rend vulnérables. Mais qu'en est-il de notre production alimentaire? Sommes-nous autosuffisants? Est-ce que notre agriculture pourrait être plus résiliente? Un grand dossier à la Semaine verte. À l'Ange-Gardien, en Outaouais, François Biron est l'un des rares producteurs maraîchers à faire pousser des légumes en plein hiver. Comme je peux pas inventer de légumes, la seule chose que je peux faire de différent des autres, c'est d'avoir des légumes quand les autres en ont pas, ce que permet les serres froides. Ses épinards, son kale et ses autres légumes-feuilles poussent dans des serres qui ne sont pas chauffées. Mais l'autosuffisance est encore loin. À peine le tiers des légumes de serre consommés au Québec ont poussé dans la province. Voilà, c'est tout pour cette émission. Au nom de toute l'équipe, merci de nous suivre si fidèlement et bonne Semaine verte.